Merci Katia, merci Cédreux de cette gentille introduction. Alors j'ai essayé de comprendre déjà comment ça marche. On m'a dit à droite, priorité à droite. Et à droite on est en... Ah, superbe, impec. Alors je suis censé parler intelligence artificielle dans le domaine du risque cardiovasculaire. Et donc, pour commencer, j'ai voulu vous mettre cette petite phrase de Xavier Girard. Xavier Girard, c'est quelqu'un que les plus jeunes n'ont pas eu la chance de connaître, c'est la phrase. Mais c'est quelqu'un qui a énormément travaillé dans le domaine de l'hypertension artérielle, du risque cardiovasculaire. Je suis persuadé qu'il continue encore à travailler. Je crois qu'il est encore président de la fondation de l'hypertension en France. Donc, ce qu'il dit, c'est le monde se divise en deux parties, ou va très rapidement se diviser en deux parties. D'un côté, les médecins qui vont utiliser l'intelligence artificielle, et de l'autre, ceux qui ne l'auront pas fait. Alors, j'ai des conflits d'intérêts pour cette présentation. Mon premier conflit d'intérêts, c'est, oui, j'adore la Martinique, donc ça, il faut le dire quand même. Deuxième conflit, l'HTA, oui, j'adore, donc il faut le dire aussi. Et puis, troisième, je ne sais pas si c'est un conflit d'intérêt, mais l'intelligence artificielle, j'y connais rien du tout. Donc, je pense que c'est important de le signaler pour pas que vous attendiez à des nouveautés qui vont changer votre vie demain sur l'intelligence artificielle. Alors, quel est le paysage? Peut-être un peu moins optimiste que ce que Dr Atala vous a dit tout à l'heure. Ça, ce sont des résultats d'une étude Euroaspire. Euroaspire, c'est les séries d'études épidémiologiques menées en France pour servir de baromètre de la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Et clairement, les chiffres qu'on voit là ne sont pas bons, avec des prévalences les fréquences restant encore très élevées de personnes qui ne sont pas au seuil, qu'elles soient traitées, pas traitées. On n'est pas bon. Alors, je ne vais pas vous faire le détail, mais globalement, on n'est pas bon dans l'hypertension artérielle, on n'est pas bon dans le cholestérol, on n'est pas bon dans la prise en charge du sevrage tabagique. Collectivement, c'est pas top. On va pas rentrer trop dans les détails. Et en face, cette diapo pour vous rappeler notre environnement qui est un petit peu toxique pour ce qu'on pourrait faire dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Merci Dr Atala pour nous rappeler que les recos, c'est pas si simple que tu le dis, c'est une plaie avec des recommandations qui il y a quelques années pesaient 3 pages et maintenant je crois que chaque recommandation pèse 200 pages. Enfin, je vais dire, c'est pas possible quoi. Et c'est pareil pour l'hypertension, c'est pareil pour les valvulopathies, c'est pareil pour la coronaropathie. Franchement, il faut être motivé pour, entre guillemets, se taper ces recommandations d'un bout à l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la population vieillit, et donc population vieillissante dit augmentation des besoins. Ce sont des gens qui sont demandants, et ce sont des gens à qui il faut répondre à ces demandes-là. Démographie médicale, elle est en berne. Si je commence par moi, je fus jeune. Je ne suis plus aussi jeune et malheureusement c'est un petit peu le cas d'un grand nombre d'entre nous. La population médicale vieillit et je ne suis pas persuadé quand je regarde autour de moi que la relève soit là. Et puis ça c'est un truc collectif, la perte du goût. Enfin, perte du goût, c'est dans le sens canadien. J'ai pas le goût à faire. Perte du goût de l'hypertension artérielle. Dans cette salle, il y a des pionniers de l'hypertension artérielle, que ce soit en métropole ou aux Antilles, et André Atala en fait clairement partie. Ce sont des gens qui ont bataillé pour améliorer la prise en charge des patients. L'impression que j'ai, c'est que voilà, on est un petit peu en roue libre de cette énergie. Et il y a des choses que j'ai vues. Je ne sais pas encore si elles existent. J'espère qu'elles vont disparaître si elles continuent à exister. Mais c'est des prescription de médecins pour traiter l'hypertension qui est, vous donnez l'oxène 20 mg quand la tension est élevée ou quand vous... Alors ça, du coup, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de recommandations, mais je n'ai pas vu la ligne, peut-être que j'ai mal lu, mais j'ai pas encore vu la ligne où c'est écrit quelque part. Et puis pour finir, il y a la surspécialisation des spécialistes. Alors ça, c'est une aberration. Il y a peut-être un petit peu plus de spécialistes, mais chaque
spécialiste amène sa surspécialité ou sa surspécialité de la spécialité, ce qui fait que collectivement, et pour les médecins généralistes, et même pour nous qui sommes spécialistes, ben quand on appelle par exemple un pneumologue, j'espère qu'il n'y a pas de pneumologue dans la salle. Ah pardon, Bouchra. Du coup, quand on appelle un pneumologue, on a de fortes chances qu'elle vous dise « Mais non, mais ta dyspnée là, ça m'intéresse pas. Moi, je ne m'intéresse qu'à l'hypertension artérielle pulmonaire. » Mais c'est dramatique, quoi. Alors qu'on a... Voilà, donc sur spécialisation, je crois qu'avec avec un collègue, on disait que parmi les rythmologues, maintenant, il y a les rythmologues de la branche droite du IS et les rythmologues de la branche gauche du IS. Donc, on n'arrête pas le progrès. Et donc, clairement, la question qui est posée, c'est est-ce que l'intelligence artificielle pourrait amener des réponses à tous ces problèmes? On aurait envie, hein. Et du coup, pour essayer de répondre alors ça, c'est Rooktime. Rooktime, j'ai pas pu le faire là, on va le faire de façon sauvage. À l'extrême, qu'est-ce que vous attendriez de l'intelligence artificielle dans vos cabinets? Allez, quelques courageux, quelques mots rapides. Oui, vas-y. Un résumé de consultation. Qui vaut autre chose? Sinon, je vais poser des interrogations. Docteur Dugardin, qui fait semblant de ne pas me voir. J'ai pas entendu. Bon, bref, on va s'arrêter là. Donc, la première question, c'était ça. Et la deuxième question de Rouclap, c'était qu'est-ce que vous avez déjà mis en place dans vos cabinets en termes d'outils d'intelligence artificielle? Alors, ça, c'est les courageux qui vont répondre. Qui fait de l'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui? Ouais, c'est les mêmes, hein, comme par hasard. Et alors, qu'est-ce que tu as mis en place? Un outil de consultation, ouais, d'accord. Docteur Dugardin? C'était toi, ouais. La même chose, ok. Bon, on s'arrête là. Donc, outil de consultation, très bien, ça a du sens. Voilà les réponses données par des cardiologues à qui on a posé à peu près les mêmes questions. Et donc, eux, c'était l'IA, ce qu'on en attend, c'est que ça nous permette de gagner du temps dans la consultation. C'était la majorité. C'était une question à réponse, à un QCM. Et derrière, c'était, attention, ça va influencer nos décisions de prise en charge. Et puis, quelques-uns qui ont dit, non, mais ça va nous pourrir la vie. Donc, attention, danger. Ça, c'était pour le premier type de question. Et la deuxième question, c'était qu'est-ce qu'ils font? Là aussi, c'est l'utilisation de l'assistant de consultation. Donc, on se retrouve un petit peu dans ce que j'ai entendu là. Et puis, un petit nombre, malgré tout, qui disait, pour l'instant, l'IA, c'est pas aujourd'hui et c'est peut-être pour demain, mais en tout cas pas pour aujourd'hui. Alors du coup, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, je me suis dit, on va essayer de regarder oh là, ça c'est une diapo qui a sauté, c'est pas grave. J'ai essayé de me donner le parcours de consultation d'un malade hypertendu, diabétique de type 2, qui cherche à prendre rendez-vous, enfin qui souhaite rencontrer son médecin. Donc son parcours, c'est qu'il va essayer d'appeler le médecin. S'il fait comme moi, généralement, il tombe sur une plateforme ou sur un répondeur automatique. Donc, souvent, il se retrouve à aller sur Clickodoc qui lui donne le rendez-vous. Ensuite, arrivé chez Clickodoc, ok, il a son rendez-vous, il va aller chez son médecin traitant, il va être accueilli par son médecin traitant qui va l'examiner, qui va consulter son dossier, qui va consulter son bilan biologique et qui va lui faire des recommandations sur l'évaluation de son niveau de risque cardiovasculaire, sur sa prise en charge et éventuellement qui va l'adresser à un médecin spécialiste. Et donc, ce que je vais tenter de faire avec vous, c'est qu'à chacune de ces étapes, on va essayer de regarder ce qu'on pourrait attendre d'un outil d'intelligence artificielle. Alors déjà sur Clickodoc, ces outils-là existent déjà. Probablement pas sur Clickodoc, mais je pense que ça pourrait être bien, et on peut rêver. L'intelligence artificielle, c'est des choses qui nous font rêver. On pourrait imaginer que dès cette étape, ça ne se résolve pas à prendre un rendez-vous de consultation, mais que ça soit déjà une première zone d'échange entre le médecin et son patient. Et par exemple, aujourd'hui, on va tous entendre plein de choses sur la gestion du risque cardiovasculaire du patient diabétique de type 2 en fonction de son âge.
enfin de l'âge d'évolution de son diabète. Alors, je peux vous garantir que dans 99% des dossiers qu'on a à consulter, c'est une donnée qui ne figure jamais. Après, il y a pire, c'est quand on essaie en consultation. Peut-être que vous, médecins du privé, vous êtes plus efficace que moi, mais quand on essaye d'avoir cette information en demandant au bonhomme, depuis quand tu as son diabète, bon, généralement, il dit depuis 2-3 ans, alors qu'on sait que c'est un peu plus longtemps. On lui repose la question, il dit ouais, peut-être depuis 5-6 ans. Nous, ce qu'on attend, c'est d'être sûr et certain que c'est plus ou moins de 10 ans. Donc, du coup, on lui pose une 3e fois la question. Et là, c'est panique à bord. On voit que le gars, on le stresse, on le déstabilise et que la 3e réponse est encore plus forte que les 2 premières. Et donc, on s'arrête là. Et du coup, notre évaluation est basée sur une donnée qui est farfelue. Et ça, on le fait tous les jours. Donc oui, cette étape-là pourrait nous permettre d'améliorer les choses. Alors voilà, ça c'était le circuit que je voulais détailler. Donc on a anticipé un peu. L'accueil au cabinet, un jour ça sera peut-être ça, avec le petit robot qui dit bonjour. Surtout pour les gamins, c'est vachement intéressant. Bonjour, comment t'appelles-tu, etc., etc. Donc dès l'accueil, ça pourrait changer. Ensuite, l'interrogatoire, et c'est là qu'on commence à rejoindre l'outil pour l'assistance à consultation. Bon, j'avais vu Dragon, Naturally Speaking, c'est quelque chose qui parle peut-être à certains d'entre vous. Dragon a été racheté par Nuance, qui a ensuite été racheté par Microsoft, et du coup, ils ont bâti un superbe outil d'intelligence artificielle, mais c'est phénoménal, c'est la guerre des étoiles. On arrive, on est là, on discute avec son patient tranquillement pendant 5-10 minutes, et puis après, soit il y a l'ordinateur qui écoute, soit le type, il a un téléphone dans sa poche ou un dictaphone, mais à la fin, ça débouche sur plusieurs choses. Ça débouche sur la structuration des données que l'appareil a entendues et a traduit en texte, mais derrière cette structuration, il peut y avoir des interactions avec le dossier patient, avec ce qu'il y a de biologie dans le dossier du patient, et pour finir, on génère tout un tas de choses. Ça génère des recommandations pour le médecin en lui demandant de valider, ça peut générer des courrier d'adressage au correspondant, ça peut éventuellement servir d'aide à la prescription médicale. Donc l'intérêt de cet outil d'assistance à la consultation est assez phénoménal. Alors ça, c'était Microsoft, c'était il y a même pas 1 an et demi, donc c'est très récent, et du coup je m'étais dit, le temps que Microsoft arrive à rentrer dans le marché français, à traduire son truc en français, on verra pas ça avant 2-3 ans, et aujourd'hui on a des outils français moi j'en connais un en tout cas, qui est Zenia, qui est un outil d'intelligence artificielle d'aide à la consultation en français. Alors je vais aller un peu vite pour les autres, sinon on va pas finir. Pour l'autre partie, l'auscultation, maintenant vous avez des outils connectés avec assistance de l'intelligence artificielle qui vous permet d'être intelligent quand vous écoutez un malade, vous ne faites plus de fautes. Non seulement ça vous dit que ça soit un souci systolique ou diastolique, mais ça pourrait même vous donner des informations sur les maladies sous-jacentes avant que celles-ci ne soient trop sévères. Pour la pression artérielle, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien avec la pléthore d'outils connectés, soit de dispositifs médicaux, soit pas, mais qui permettent d'avoir des choses. Aujourd'hui, ce qu'on a en plus, ce sont des outils d'intelligence artificielle qui sont capables de prédire le risque de survenue de l'hypertension, la réponse. Et d'ailleurs, en termes de réponse individuelle au traitement, on se dit que les choses commencent un petit peu à changer. Jusqu'à présent, on avait l'impression que, vous connaissez les gris scores, on mesure le niveau de risque cardiovasculaire du patient en fonction de son âge, de son sexe, de sa pression artérielle, tout un tas de choses. Et à partir de ce niveau de risque-là, on détermine une certaine stratégie thérapeutique. Là, on a l'impression que les choses sont en train de changer et qu'il y a d'autres éléments basés sur ces outils d'intelligence artificielle qui commencent à nous dire il y a peut-être une meilleure façon de faire et qu'à l'extrême, vous seriez beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace si vous cibliez d'autres catégories de malades, notamment ceux chez qui vous avez simplement le plus de chances de réussir quelque chose. Donc voilà, c'est des choses
C'est des choses que j'ai vues. Et puis, et je veux juste vous parler de celui-là, après on passera, sur l'identification de nouveaux marqueurs de risque de l'hypertension. Ça vient d'une étude anglaise que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, l'étude anglaise, ça a été fait en Angleterre. Ils ont mis tout un tas de paramètres dans la base, des données démographiques, cliniques, biologiques, métaboliques, de comportementales. Et à la fin, ils arrivent à dire, ben ouais, effectivement, les usual suspects, ça reste les usual suspects, mais à côté de l'autre, on a certains facteurs métaboliques liés à l'alimentation. On en parlera tout à l'heure. L'obésité, là, du coup, je vais aller de plus en plus vite. L'obésité, on a des analyses qui nous font, face à un obèse, qui nous font comprendre qu'il y a peut-être une caractérisation plus fine de la personne qui est en face de nous, capable de nous dire qu'il y a des facteurs pour éviter l'obésité. Et puis après, on reste encore un point d'interrogation sur les outils qui vont nous aider à mieux accompagner les malades en recherche de perte d'obésité. Le diabète, c'est un petit peu la même chose que pour l'obésité, à ceci près que Cédric, tu me diras si je ne m'avance pas trop, sauf que les diabétologues ont mis en place il y a quelques années les boucles fermées, c'est-à-dire des dialogues entre d'un côté le capteur de glycémie et de l'autre la seringue d'insuline, et on peut imaginer que ces boucles fermées pourraient s'approprier aussi les ressources de l'intelligence artificielle. L'électrocardiogramme, pour ceux qui en font, permettent déjà de cibler les marqueurs précoces de FA, d'événements coronariens. Voilà, ça, on passe pour ne pas faire un catalogue. L'industrie pharmaceutique largement intéressée, non seulement pour le design, mais je pense que le rêve de l'industrie pharmaceutique, c'est d'avoir j'ai failli dire des malades, non, c'est pas vrai, c'est d'avoir de bons médecins qui connaissent bien les recommandations et qui prescrivent correctement les traitements. Comme on n'est pas très bon là-dessus, je pense que du coup, les laboratoires espèrent beaucoup nous aider avec ces outils d'intelligence artificielle. Là où j'ai pas été convaincu, c'est sur ce que j'ai vu comme intelligence dans le sevrage tabagique, dans le sevrage alcoolique et dans la gestion des facteurs environnementaux. Donc voilà, on en a parlé, l'implantation des guidelines, l'institution du traitement, et surtout ces outils permettent des décisions qui sont beaucoup plus intégrées que ce que nous ou vous ou moi nous faisons. Généralement, moi je ne sais pas sur quoi je me base pour instituer un traitement ou modifier un traitement. Probablement 50-60% du contenu de ma visite, et je suis très optimiste, mais il se peut que ma décision soit basée sur bien moins que ça. Voilà, tout ça pour arriver peut-être à la partie la plus importante de cet exposé, qui est quelles sont les limites à l'utilisation de cette intelligence artificielle. Et je crois qu'il faut les connaître. C'est important parce que si on ne le sait pas, on risque de faire des bêtises. Premièrement, en termes de protection du secret médical. Quand j'écris dans une intelligence artificielle, je vois monsieur machin hypertension artérielle et que l'assistant mais je ne sais pas où est-ce que ça va. Je ne sais pas où est-ce que ces données arrivent. Je ne sais pas comment ces données sont protégées et je ne sais pas qui y a accès. Voire encore pire, je ne sais pas qui y aura accès. Parce qu'on peut imaginer que oui, globalement, ça va atterrir sur un cloud qui appartient à telle ou telle compagnie. Mais demain, cette compagnie, elle est vendue, elle appartient à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui me donne la garantie que mes données seront aussi... Mes données, non. Les données de mes patients seront aussi protégées avec le nouveau propriétaire qu'avec l'ancien propriétaire. Vous voyez, il y a plein de points d'interrogation. Pratique discriminatoire, c'est déjà un petit peu présent dans certaines guidelines. Il y a un risque que l'IA l'aggrave. Après, qu'est-ce que j'ai dit d'intéressant? C'est c'est l'espèce de gain de temps inversé. L'IA commet certaines erreurs et s'il faut qu'on passe notre temps à déceler les erreurs de l'IA, finalement on se dira que ça n'a pas trop d'intérêt.
Et du coup, les questions qu'il faut se poser, c'est OK, qu'est-ce que c'est que les données personnelles de santé de mes patients, qui aura accès, est-ce que ces hébergeurs sont agréés? Donc tout un tas de questions administratives qu'il faut se poser quand on fait ce choix-là. Ça, c'est la diapo que je vais vous montrer tout à l'heure, que je vous ai montré, c'est l'identification de nouveaux marqueurs de risque de l'HTA dans l'étude réalisée en Angleterre. Et voilà la Guyane, avec l'Amazonie derrière. Honnêtement, qu'est-ce qui vous persuade que l'étude d'un facteur métabolique retrouvé chez quelqu'un en Angleterre pourrait s'appliquer à quelqu'un qui vit au fin fond de ce machin-là? J'ai des doutes, mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est quand on parle de croyances, quand on parle de comportement, quand on parle de voilà, on sait très bien que ça va pas le faire. Et dans ce cas-là, pour moi, l'IA, c'est ça. C'est un magasin qu'on lâche dans un magasin de porcelaine. Et après, faut pas s'étonner quand on s'aperçoit que c'est cassé. Alors, pour finir, quelques diapos rapidement. Si vous voulez choisir un IA, par exemple, il y a un nombre minimum de questions qu'il faut se poser. Là, j'ai pris l'exemple. Oui, j'ai pris l'exemple de ça. Donc, je vais conclure. Je vais aller directement aux diapos suivantes parce qu'il y en a quelques-uns. Voilà, j'arrive à mes take-home messages et j'en ai deux. C'est que pour soigner les hypertendus, on reprend la phrase de Xavier Girard, je me suis juste contenté de rajouter un petit mot qui est correctement. Le monde les médecins se diviseront entre ceux qui l'utilisent pas et ceux qui l'utiliseront correctement. Et puis pour finir, merci Dr Osier Lafontaine, merci au groupe HTA Martinique. Vous avez ouvert une porte pour faire rentrer l'intelligence artificielle dans nos réflexions. Il faut surtout pas que cette porte se referme. Merci.